notamment. La matière est souvent considérée, si on prend matériellement les choses, ça va être un peu pertinemment, nous ne sommes jamais que de la matière. Moi, je pense que la matière est infinie. Alors, donc, si vous vous situez, donc, il n'y a pas moins obtus que la matière pour répondre à votre attaque sournoise, Soufiane. Il y a pas, et la matière est infinie. Alors peut-être qu'elle contient même un infini qui s'appellerait Dieu ou la transcendance, mais voilà. Donc moi, me situer sur un plan matériel, je ne le vis jamais comme un truc de je vais me mettre à l'étroit, parce qu'il y a plein de choses à dire sur notre vie matérielle. D'abord, on a un corps, le corps c'est de la matière, la vie du corps elle est passionnante, quoi. Enfin, il se passe plein de trucs, c'est une machine extraordinaire, le corps. Alors, surtout quand vous incluez dans le corps le cerveau. Le cerveau, c'est un phénomène corporel, finalement. C'est des neurones, bon, le cerveau, c'est l'infini. Bon, la matière infinie, donc oui, j'ai tendance à, notamment dans ce livre, mais dans d'autres de mes romans, ou d'autres de mes essais, à toujours rappeler que nous sommes pétris de matière et que nous sommes tout à fait affectés par notre environnement matériel, ce qui est un peu le père de la sociologie, mais pas que. Si vraiment vous essayez de rendre compte d'une vie, et moi j'ai essayé d'être le plus juste possible avec mes deux tourtereaux, il y a un moment, le frigidaire c'est important. Le frigidaire c'est important dans une vie. D'abord ça a été important pour cette génération-là, tout simplement, je ne le dis pas dans le livre parce que le livre est très laconique, mais moi je fais partie, non pas moi, j'ai pas connu ça, moi j'ai toujours connu un frigidaire à la maison, mais ma mère m'a toujours raconté l'arrivée du frigidaire. Ça a été quelque chose quand même dans les classes populaires des années 50-60, d'avoir... Bon, et puis plein d'autres choses, ça a été quelque chose d'avoir des lave-linges, notamment pour les femmes. Hein. Ils ont été un peu débarrassés pour certaines de cette tâche quand même tout à fait pénible, je pense, qui consistait à laver le linge de tout le monde. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, mais quand même ça a été quelque chose. Donc je veux dire, si vraiment vous voulez rendre compte de la vie des gens et leur vie quotidienne, c'est-à-dire leur vie, parce que nous n'avons pas d'autre espace que le quotidien, eh ben, la matière, les éléments comme des objets, les frigidaires, eh ben, elle vient se déposer très naturellement. Je n'ai pas prémédité, je me suis pas dit avant de me lancer dans le livre, il faut qu'il y ait un frigidaire à un moment, une espèce de défi comme ça. Et ça vient tout seul, quoi. Alors après, pourquoi, autre chose serait de se demander pourquoi je signale la marque. Là, en l'occurrence, c'est Brandt. Une marque qui était un peu dominante, je pense, dans les années 70-80. Parce que ça fait aussi partie de notre quotidien. Le mot Brandt, il est écrit sur le frigidaire. Moi, quand j'étais gamin, je voyais le mot. Donc, il faisait partie de mon quotidien. Au même titre qu'autre chose, au même titre que mon institutrice de CE2, que mon grand frère, que... Je ne parle pas de ma vie dans le livre, hein, mais je prends exemple de ma vie pour illustrer ce que je suis en train de dire. Tout ça, ça nous conditionne. Alors, pour le meilleur et pour le pire, on peut ergoter très longtemps, ce qui m'arrive, il m'arrive d'ergoter, et palabrer beaucoup politiquement pour dire à quel point nous sommes assaillis par les marques et assaillis par les objets de consommation. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, ce qui serait plutôt l'objet de boniment, d'ailleurs, dont on va parler mais plus tard dans un autre contexte. Là, en l'occurrence, c'est pas mon idée dans le roman. Là, je veux juste essayer de resituer les gens dans l'espèce de patte matérielle qui vraiment constitue leur vie, ce qui n'empêche pas la spiritualité, ce qui n'empêche pas l'amour. Mais l'amour, je crois qu'il est d'autant plus beau d'ailleurs de venir... si vous situez vos deux personnages au sommet d'une montagne en Allemagne, au début du 19e siècle, et alors ils sont très bien habillés, ils sont issus de l'aristocratie, et là ils vont s'embrasser sur un soleil couchant, et ils sont très amoureux, ça s'appelle le romantisme allemand, je caricature parce que le romantisme allemand ça vaut bien mieux que ça, mais bon. D'une certaine manière, moi ça m'émeut beaucoup moins que quand l'amour vient se poser sur des vies matériellement plutôt empêchées, plutôt entravées, et il y a quelque chose de très émouvant, je trouve, de le fait qu'il peut y avoir de l'esprit là-dedans, il peut y avoir de l'amour, et tout le monde est accessible aux sentiments amoureux, qui restent jusqu'à preuve du contraire accessibles à tout le monde, avec des degrés, c'est quand même pas rien. Parce qu'il y a quand même très très peu de choses qui soient accessibles à toutes les classes sociales, comme on sait. L'amour, c'est quand même cette possibilité. Donc à travers le frigidaire Brandt et à travers la Renault Twingo et à travers le quotidien un peu laborieux, un peu industrieux, parce que les gens doivent gagner leur vie et doivent composer avec beaucoup de choses, eh bien, il y a de l'amour qui vient se poser là-dedans. Je pense que c'est ça qui m'émeut dans cette affaire. Il y a 50 ans de vie de couple dans ce livre, avec quelques événements, mais rien de très spectaculaire, rien de très passionnel, presque parfois rien d'intéressant.
acheter le livre quand même. Mais en soi, est-ce que c'est le retour, le rendu de ce livre, est-ce que c'est parce que tu voulais mettre l'accent sur une normalité? Est-ce que c'est parce que tu voulais plutôt parler d'un couple qui dure en tant que tel? C'était quoi le geste initial là-dedans? Alors vraiment parler de couple qui dure, voilà, ça c'était mon truc, quoi. C'est le sujet, c'était la première ligne de mon document de travail. Ils se rencontrent à 20 ans et ils vont jusqu'au bout ensemble. Ils se marient, ils vont jusqu'au bout. Et c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que je trouve rarement raconté et que je m'étais dit, tiens, ça serait peut-être intéressant d'essayer de le raconter. Et il est bien vrai que dans la vie de Jean et Jacques, en tout cas telle que je la présente, il ne se passe pas grand-chose de tout à fait saillant et exceptionnel. Ce genre d'événements exceptionnels qui en général font un peu la matière première de l'art, et en tout cas de la littérature, du cinéma, ce qui est tout à fait intéressant. J'ai aussi moi-même donné là-dedans, il m'est arrivé de donner à mes personnages de romans des péripéties tout à fait remarquables, au sens où on les remarque, où elles sortent de l'ordinaire. Alors pour le meilleur et pour le pire, par exemple, dans un de mes romans, un des personnages se suicide, il s'immole par le feu. C'est pas tous les jours, et c'est pas très joyeux. Mais disons que voilà, là on est dans l'exception. Là, c'est vrai que j'avais très très envie de me situer dans l'ordinaire et finalement qu'il n'arrive rien de très très remarquable, en tout cas de très distinctif à ces deux personnages, si ce n'est le lot commun de toutes nos vies. Et le lot commun de toutes nos vies, le commun a mauvaise presse, mais dans mon esprit, il n'a pas mauvaise presse. Voilà. J'aime bien le commun à plein d'égards, y compris dans sa définition politique. Mais le commun, c'est-à-dire l'expérience commune. Des gens vivent, des gens se démerdent comme ils peuvent, ils essaient un peu de se trouver une place dans la société. Pour certains c'est facile, pour d'autres un peu moins. Donc c'est quand même d'abord ça qui nous occupe. Est-ce que je vais pouvoir manger? Est-ce que je vais pouvoir être hébergé, ne pas subir le froid? Donc voilà, trouver une petite place dans la société, quoi. Voilà, on est tous des petites fourmis qui essayons quand même vaguement de nous trouver un petit coin dans l'espace social. Je crois que c'est ça l'expérience commune. Il y a quelques imbéciles ou qui sont des gens un peu dépravés, qui ont des ambitions beaucoup plus comme ça admirables, comme devenir président de la République, par exemple. Des gens comme ça, des enfants, visiblement, ils ont 8 ans, c'est ça qui les traverse, quoi. Le problème étant que parfois certains y arrivent. Et donc on se retrouve avec ces gens qui souffrent d'une sorte de pathologie bizarre, et donc on va subir la pathologie. Alors il y a des gens, au contraire, ils n'ont pas cette ambition-là, ils voudraient juste se faire une petite place comme ça, tranquille, et avoir une vie, comme il m'est arrivé de le dire, moi j'aime bien les gens dont le principal but dans la vie est d'emmerder personne. Et éventuellement qu'on ne les emmerde pas non plus. Moi je trouve que c'est pas mal déjà. Et puis après, voilà, on va quand même chercher l'amour, ça c'est des choses qui nous occupent un peu, on va quand même être un petit peu concernés par la vie sexuelle, est-ce que nous allons être viables sexuellement? Est-ce que nous sommes aimables par une personne de l'autre sexe ou du même sexe selon notre orientation sexuelle? Ça nous travaille quand même pas mal, assez tôt, dès l'âge de 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans, et ça va être un peu l'affaire de notre vie aussi. Une fois qu'on aura résolu un problème du genre, quand même, j'ai pas l'air trop moche, il semblerait que quand même, il se trouve des gens parmi la gente féminine pour trouver que je suis pas complètement repoussant. Bon, là, on met le curseur un peu plus haut, genre, est-ce que je peux trouver la femme de ma vie, quelqu'un avec qui je pourrais compagnonner durablement, puis après, pourquoi pas me marier, et puis après, pourquoi pas faire des enfants. Mais c'est ça le lot commun, et je trouve que c'est très émouvant qu'on ait tous affaire à ces petites difficultés, ces petits plaisirs, ces petits bonheurs, ces petits arrangements avec le destin, et avec ce truc toujours très, à la fois très, qui moi m'a toujours beaucoup perturbé. Comment dire, vous êtes bombardé sur Terre, vous êtes propulsé par une femme d'ailleurs, qui est votre maman sur cette planète. Ça y est, vous êtes vivant. Vous n'avez pas du tout choisi. On ne vous a rien demandé. Et puis maintenant, il va falloir faire avec. Vous êtes vivant, quoi. Il va falloir faire le métier d'être un vivant, quoi. Le métier de vivre, comme disait Pavese. Ça, je trouve ça très fort. Moi, je voulais que le livre soit parle de ça. Et donc, du coup, je ne voulais pas qu'il y ait des fausses pistes du genre qu'il arrive des choses tout à fait dingues à ces gens, quoi. Je voulais qu'il leur arrive que des choses qui soient le lot commun, se rencontrer, commencer à habiter ensemble, se demander si on va se marier, essayer de préparer le mariage le mieux possible, essayer de se préparer à la danse qui va ouvrir le bal de mariage, en essayant de ne pas piétiner les pieds de sa partenaire.
tout ça, voilà. Et puis après, il y a d'autres choses qui arrivent dans la vie qui sont peut-être un peu plus cruelles, mais c'est aussi le lot commun. Le lot commun consiste à voir mourir ses amis, voir mourir la femme qu'on aime, voir mourir l'homme qu'on aime. Voilà, ça c'est le pan triste du commun, mais c'est du commun quand même, et c'est ça aussi que je voulais raconter. Alors, t'es pas sans ignorer toute l'histoire de la littérature s'agissant de la déclaration d'amour, s'agissant de voilà, la pièce de Marivaux où un couple se forme et on ne sait pas lequel des deux a finalement déclaré sa flamme. Donc sur 90 pages, à aucun moment, par exemple, il y a de « je t'aime », par exemple. Et je voulais savoir en quoi est-ce que finalement pourquoi est-ce que tu as occulté l'aspect déclaratif de cette relation d'amour. Et même de manière générale, pourquoi est-ce que tu l'appelles l'amour? Et je voulais savoir en quoi est-ce que finalement pourquoi est-ce que tu as occulté l'aspect déclaratif de cette relation d'amour. Et même de manière générale, pourquoi est-ce que tu l'appelles l'amour et pas un amour? Alors je dois dire que l'amour plutôt qu'un amour, c'est une décision dont je ne peux pas rendre compte plus que ça. Elle a été J'ai pensé à un amour à un moment parce que en fait, quand j'avais l'amour en tête, je me disais non, il faut que je baisse d'un cran. C'est trop solennel, l'amour, avec un article défini. L'article défini, c'est l'article de l'emphase un peu dans notre... c'est la montagne, la liberté, la vérité. Alors, si vous dites une liberté, une vérité, une montagne, déjà vous avez un peu baissé en emphase et en solennité. Donc moi je suis beaucoup plus à l'aise avec l'article indéfini en général. D'ailleurs, par exemple, un de mes romans s'appelle Un enlèvement, non pas l'enlèvement. Et là me vient un article défini, je dis tiens, celui s'appellera l'amour en fait. Et je dis qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'aurais une espèce de poussée d'emphase? Est-ce que je serais devenu un blaireau d'un seul coup, quoi? Genre de type comme ça, toujours l'impression quand ils parlent, ils font des grands gestes des bras, quoi. Enfin, un peu Raphaël Antoven, tu vois ou pas? Voilà. Je l'aime beaucoup, mais un peu emphatique. Il faut qu'il se calme, il faut qu'il passe à l'article indéfini. Ça lui fera du bien, ça nous fera des vacances. Alors moi, je me retrouve avec un titre à la Raphaël Antoven et je me dis, c'est pas possible, c'est pas jouable, je ne vais pas pouvoir sortir le livre dans cet état. Et pourtant, je ne vois pas de solution parce qu'un amour, ça marchait pas non plus. Comment dire, dans la mesure où ce que je voulais quand même signifier à mon lecteur, c'est que précisément, il y avait de l'amour dans tout ça. Il y avait de l'amour, et pas un amour. L'amour s'était posé comme une espèce d'entité comme ça qui serait accessible à tous, dont nous avons tous un peu une part, et il est venu se poser sur Jeanne et Jacques, quoi. Après, j'en viens à la deuxième aspect de ta question. Pourquoi, effectivement, il n'y aurait pas la scène où l'un se déclare à l'autre? On peut supposer qu'à un moment, Jacques a dit à Jeanne « je t'aime » ou Jeanne a dit à Jacques « je t'aime », parce que c'est souvent ça qui va sceller un couple. On connaît tous ça dans nos vies. C'est intéressant, le « je t'aime » d'ailleurs, parce que le « je t'aime », c'est quelque chose qui exprime un amour qui préexiste et qui en même temps fabrique l'amour. Enfin, c'est à partir du moment où, dire « je t'aime », c'est prendre acte du fait que je t'aime, mais c'est aussi fabriquer l'amour lui-même, ce qu'on appelle le performatif, quoi. Quand les mots, comme ça, ils ont une espèce les mots sont les actes. Alors, j'aurais pu faire cette scène, et peut-être qu'elle m'a pas... peut-être que j'y réfléchis d'ailleurs un moment, mais peut-être que j'ai rien trouvé de très original à faire dans ce domaine. Donc, il y a aussi ça, quoi. Est-ce que j'ai une scène à écrire ou pas? Mais c'est vrai que finalement, ça m'intéressait pas plus que ça. M'intéressait beaucoup plus de raconter ce que j'ai fait dans les 20 premières pages, comment deux corps, peu à peu, deviennent un couple. Et sans vraiment se le dire. Sans justement en passer par une phase où on va officialiser la chose par une sorte de déclaratif. Voilà, on se dit je t'aime. Voilà, on se dit je t'aime. Ce qui m'intéresse, moi, ce que j'ai pu connaître dans ma vie, et je pense que tout le monde a eu des expériences de cet ordre-là, parce qu'encore une fois, il me semble que c'est la façon commune dont les choses se passent, c'est comment, petit à petit, et de rendez-vous en rendez-vous, de rencontre en rencontre, deux personnes se retrouvent à former un couple, sans l'avoir vraiment décidé. Ils n'ont pas signé un contrat. Ils disent, ça y est, on est un couple. À partir de demain, on sera un couple. Non, être un couple, c'est quelque chose qui se fait peu à peu, quoi. C'est-à-dire que prendre des choses, c'est pas comme ça que c'est un peu comme ça que je l'ai raconté d'ailleurs avec Jeanne et Jacques, mais disons, vous voyez, c'est comme, comment dire, il peut arriver dans la vie que, je sais pas, vous êtes dans une soirée, vous avez 24 ans, et vous êtes dans une soirée, à vous draguer une fille. Bon, on va dire un mec, voilà, vous êtes un mec et vous draguez une fille. Ça arrive dans les soirées, c'est même un peu fait pour. L'alcool aidant, ça se rapproche un peu, finalement on va finir la nuit ensemble. Donc il va y avoir du sexe. Bon. On se laisse un numéro, en fait, on ne se rappelle pas.
Parce que voilà, c'est des trucs d'un soir, comme on dit. Ouais, sauf qu'en fait, qu'on va se retrouver, on va se re-rencontrer dans une autre soirée, parce qu'on a des amis communs. Et de nouveau, il va y avoir quelque chose qui va se passer, on va un petit peu s'entreprendre. Bon. Et puis finir la nuit à peu près de la même façon. Cette chose-là peut arriver 10 fois, à peu près au fil des rencontres, puisque de toute façon, comme vous êtes affilié socialement au même groupe social, mécaniquement, ça produit ce genre de hasard qui n'en sont pas. Donc vous voyez, à chaque fois, le désir se remet en place, et à chaque fois. À ce moment-là, bon, est-ce que vous êtes un couple? Non, vous n'êtes pas un couple. Vous êtes, pas quoi, ça a des noms d'ailleurs, mais bon, que chacun nomme ça comme il veut. C'est pas obligé d'avoir un nom. Et puis il y a quand même un moment, ben, il va se passer un peu autre chose, c'est-à-dire que vous allez peut-être rester un peu plus longtemps ensemble dans la nuit, que vous allez passer le dimanche qui suit ou le samedi ensemble, vous allez vous balader, alors que d'habitude vous vous quittiez un petit peu à l'aube. Ah, tiens, on a franchi un truc. Mais tout ça n'a pas été prémédité, tout ça n'a pas été décidé. On ne s'est pas dit que là, quand même, bon, maintenant il faut qu'on aille se balader en forêt, quoi. Il faut qu'on passe à la phase 2. Non, ça se fait comme ça. Et puis après la balade en forêt, peut-être vous allez prendre un cinéma, puis vous vous rendez compte que vous avez du mal à vous quitter ce dimanche-là. Alors d'habitude, vous avez du mal à vous quitter, alors que vous auriez d'autres trucs à faire. Ah, tiens, quelque chose. Bon, et ben voilà, je ne vais pas tout raconter, mais vous voyez bien, de fil en aiguille, il y a un moment, ça y est, on se voit à peu près tous les jours et on est un couple. Voilà. Ça m'intéresse plutôt que le truc effectivement assez romanesque et qui va avec un certain ordre scénaristique, par exemple au cinéma, où il faut toujours qu'il arrive des choses très comme ça saillantes, il faut toujours qu'il se passe des choses, on peut dire il y a un avant et un après. Ce soir-là, il s'est passé ça, et donc il y avait un avant, et maintenant il y a un après. C'est comme ça qu'on nous incite à écrire des scénarios dans les écoles de scénario, et c'est tout à fait mensonger. Parce que nos vies, elles ne sont pas faites de trucs comme ça. Il y a ça dans nos vies, je veux dire, parfois des drames qui sont un coup près dans une vie. Tu vois, il y aura un avant et un après, si je sais pas, je perds un enfant, par exemple, pour prendre vraiment le truc le plus tragique qui soit, ou autre chose. Mais finalement, c'est assez rare en fait. Moi, je ne vois pas beaucoup d'événements dans ma vie, de choses qui me seraient arrivées dans ma vie où je pourrais dire il y a un avant et un après. Oui, bon, par exemple, à l'échelle d'un écrivain, oui, il y a le jour où un éditeur vous dit je publierai votre premier livre. Alors là, oui, on peut dire qu'il y a un avant et un après. J'ai été pas publié, maintenant je suis publié. Est-ce que fondamentalement ça change ma vie? Ce serait une question. Mais voilà, donc moi je préférais construire mon récit autour d'une espèce de truc qui se fait peu à peu, quoi, au fil des années. Les choses prennent forme. Elles prennent forme dans une sorte de régularité de la vie plutôt que d'être dans une découpe de la vie qui passerait par des événements. Ça, c'est vraiment toute une stratégie d'écriture qui change effectivement par rapport au code. Je ne suis pas le premier à le faire, hein, loin de là, mais voilà. Donc pas de je t'aime. Mais j'espère qu'aucun lecteur n'en déduit que Jeanne et Jacques ne se sont jamais dit je t'aime, parce que pour moi ça va sans dire. Justement, dans le prolongement, il n'y a pas de je t'aime, mais il y a des marques d'affection. C'est pour ça aussi que j'aurais besoin que tu m'en dises plus. On voit par exemple un moment qui m'a touché, c'est quand il doit se rendre au service militaire et qu'elle lui dit mais tu te souviens? Et qu'elle lui... Oui, je me souviens un petit peu. C'était une vérification. Et qu'à un moment, elle lui dit tu sais que tu vas manquer à Bill, le chien, et il lui répond tu crois, point d'interrogation. Et c'est là aussi où je vois même une marque d'affection, au sens où cette question, elle a un effet, il a besoin d'être rassuré. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et c'est pour ça que je voulais savoir quelle place tu mets, s'agissant de l'affection, au sein de l'amour. Oui, écoute, c'est un très bon exemple, hein, parce que je fais ça beaucoup dans le livre. Bon, c'est leur faire passer la tendresse par des trucs un peu détournés. Bon. Alors effectivement, bien sûr que Jeanne, à ce moment-là, était en train de dire à Jacques, c'est à moi que tu vas manquer, et puis et peut-être que je vais te manquer. Mais puisqu'elle n'arrive pas à le dire directement, elle passe par le chien. Alors ce genre de détour, je pense que d'abord littérairement ça m'intéresse. C'est un mode d'écriture, je dirais, qu'on pourrait appeler un mode d'écriture, bon, peut-être pudique, mais en fait c'est pas vraiment le mot, mais il faudrait que je trouve mieux que ça. Dans la vie, j'aime bien les gens qui font ça. J'aime bien les gens qui font ça. Alors sans doute que là, on pourrait parler de pudeur, parce qu'on a affaire à des vrais gens, des vrais individus, et il y a des gens qui ne sont pas forcément doués pour exprimer à brûle pour point et au premier degré leurs sentiments à autrui. Ce qui ne veut pas dire qu'ils manquent de sentiments. Ceux qui en expriment le moins ne sont pas forcément les moins sentimentaux. Simplement, bon, pour tout un tas de raisons, des histoires d'éducation, c'est des choses qu'on dit parfois, que moi, j'ai pas été élevé comme ça. Tu sais, moi, mon père, il ne montrait pas beaucoup de tendresse. Hein, mais il nous aimait, hein, c'est sûr. Mais par contre, il n'exprimait pas. Donc moi, finalement, je suis un peu le fils de mon père de ce point de vue-là. J'ai du mal un peu à exprimer les choses directement. Et donc, j'en passe par. Je pense qu'on connaît tous des gens comme ça, ou alors on le laisse soi-même. De toute façon, les familles
Enfin, je sais pas. Oui, il y a sans doute des familles où on n'arrête pas de se dire je t'aime, ça doit exister. Moi, j'ai pas connu ça. Je veux dire, moi, je pense que j'ai été plutôt dans une famille assez aimante. Je pense que j'ai été plutôt aimé par mes parents et plutôt par aussi frères et sœurs. Mais ouais, c'est pas notre vie. Il y a aussi des familles tactiles. Il y a des familles pas tactiles. Euh, Peut-être que ça tient à des cultures. On dit que les Méditerranéens sont plus tactiles que. Non, bon, alors voilà. En tout cas, c'est vrai que nous autres, les gens qui habitons les Pays de Loire, tu vois, où on regarde un peu la Méditerranée comme ça de loin, pas de haut, hein, de loin, on trouve les Marseillais, par exemple, très tactiles, pour prendre le nord de la Méditerranée, et non pas le sud de Maghreb ou autre. Euh, Moi, j'ai toujours l'impression qu'ils sont en train de se tripoter tous, quoi. Moi, j'aime pas ça. Et donc moi je viens plutôt d'une école qui évidemment, toutes plaisanteries mises à part, n'est ni mieux ni moins bien que l'autre, mais qui consiste à, il faut que ça passe par d'autres trucs, quoi. Il faut que ça passe par des petites attentions qu'on se porte, ou des décalages, ou une formule qui en fait entendre l'amour qu'on a pour une maman, ou un papa, ou un frère, mais qui va passer par un autre objet. Donc dans la vie, j'ai tendance à préférer ça. C'est toujours, ça m'émeut beaucoup cette pudeur-là, mais c'est pas mieux que le reste. Il n'y a pas de façon de se comporter qui soit plus aimable qu'une autre. Ce serait distribuer des bons et des mauvais points, ce qui n'est pas mon but. En revanche, je trouve que littérairement, si tu veux, en termes d'écriture, c'est plus intéressant d'avoir des personnages comme ça, parce que du coup, vous êtes obligé d'inventer des trucs. Ça vous rend inventif, quoi. Là, je suis obligé d'aller chercher le chien pour. Si j'avais eu affaire à une Jeanne qui, elle, peut dire les choses comme ça de but en blanc, à savoir, ouais, mais bon, attends, moi, tu vas me manquer si tu pars à l'armée. Bon, ça donne une réplique dans le livre qui est pauvre. C'est pas très inventif, quoi. Donc je suis obligé, moi, de me casser un peu la tête à chaque fois pour dire, bon, par quoi il pourrait en passer, quoi, et puis parfois, par quoi le narrateur lui-même pourrait en passer pour signifier qu'il y a de l'amour, sans en passer par le lexique amoureux habituel. Par exemple, il y a des phrases un peu toutes faites, c'est que moi j'ai pas envie d'écrire en fait. C'est du genre, mettons que Jeanne et Jacques se sont vus déjà 2-3 fois, je pourrais écrire une phrase du genre, et à ce moment-là, Jeanne se met à beaucoup penser à Jacques. J'ai pas envie d'écrire cette phrase. C'est tout. Si elle me vient, tout de suite, je dis non, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas intéressant de dire des trucs comme ça. C'est trop. Donc j'aime bien aller chercher autre chose, quoi. Bon, ce qui me paraît quand même le b.a.-ba de la création artistique quand on a la prétention de donner là-dedans. Jeanne et Jacques se situant entre les années 70 et 2010-2020 sont aussi le produit d'une époque. Donc ils se situent dans leur époque et ça donne aussi forcément une relation de couple dans laquelle ils sont souvent proches physiquement. C'est-à-dire que puisqu'il n'y a pas beaucoup de voyages, puisqu'il n'y a pas beaucoup de déplacements, on voit souvent, on lit souvent des scènes où ils sont l'un à côté de l'autre. À contrario de leur fils, dont j'ai oublié le prénom, Daniel, qui voyage, qui sera en Corée du Sud, au point où parfois il vient rendre visite à ses parents, en tout cas sur la fin il rend visite à son père, alors que Elodie, sa compagne, n'est pas là. Qu'est-ce que tu dirais de l'évolution de l'amour dans une époque qui évolue, avec l'impact des voyages, des déplacements, avec l'époque d'aujourd'hui? Est-ce que tu peux comparer l'amour des années 70, 80, 90 et celui de notre époque? Alors là, attention, sociologie sauvage, donc sociologie à la Bégodeau, c'est-à-dire un peu intuitive et approximative. Mais allons-y gaiement, puisque tu m'y invites, tu me pousses dans mes vices. Bon, moi, j'entends beaucoup que les mœurs amoureuses auraient été fondamentalement modifiées depuis une quarantaine d'années, etc. Moi, je pense que non. Je crois qu'il y a des constantes quand même. Alors pour le coup, pour être témoin de ça, puisque c'est l'avantage d'avoir déjà pas mal de décennies dans la bouteille, dans le coffre, on a vu du pays, quoi, et donc on peut déjà faire des petits comparatifs à partir de ses propres observations. Moi, je ne trouve pas que les gens se comportent si différemment dans les comportements amoureux, si différents que ça. Je vois quand même que la structure couple est toujours tout à fait prévalente et dominante dans notre façon d'appréhender les affaires du sentiment, les affaires sexuelles, les affaires amoureuses. Nous mettons en couple beaucoup, et quand nous ne sommes pas en couple, eh bien c'est un fait qui est remarqué par notre entourage, en tout cas à partir d'un certain âge. Donc il semblerait vraiment que le couple fonctionne toujours comme la norme. C'est ni bien ni mal, mais c'est comme ça. Bon, donc moi je ne trouve pas qu'il y ait tant de... Après, si tu mets en ordonnée la vie amoureuse des gens ou leur vie sentimentale, et en abscisse vraiment les changements géographiques des gens, en tout cas la mobilité, on va dire mobilité, puisque c'est comme ça que diraient les libéraux.
Moi, il y a déjà un premier truc qui me frappe, mais peut-être là, une vraie sociologie, pas intuitive et pas sauvage, le confirmerait, mais les gens ne bougent pas beaucoup plus qu'avant. Moi, je suis très frappé par ça, c'est-à-dire que, bien sûr, plus qu'avant. Au XIXe siècle, l'immense majorité de la population française ne connaissait qu'un bled ou un petit comté. Parce que, voilà, les moyens de déplacement n'étaient pas du tout les mêmes, c'était un mode de vie rural, on était très attaché à sa terre, on ne pouvait pas s'en absenter longuement, donc les gens ne bougeaient pas. C'est vrai que déjà avec l'industrie, déjà il y a eu l'exode rural, donc des gens quand même, bon. Mais une fois que tel paysan était devenu ouvrier, puisqu'il y a eu tout à fait un certain nombre d'injonctions pour que des paysans se transforment en ouvriers, vu les besoins du capitalisme, bon, bah, je veux dire, les ouvriers ne bougeaient pas beaucoup, ils étaient affiliés à la même usine en général. Bon. Alors après, on pourrait dire maintenant que précisément avec le délitement ou la flexibilité permanente organisée par le capital, les gens bougent davantage. Mais c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai, surtout pas les classes populaires. Elles ne bougent pas beaucoup. D'ailleurs, elles refusent, ce qui rend malade nos gouvernements, d'ailleurs en général nos gouvernements libéraux. C'est le truc, tu sais, on te propose 2-3 boulots au Pôle emploi et tu les refuses parce que, bah non, t'as pas envie d'aller habiter à 150 bornes de chez toi, vu que tu as tes enfants là, tu as ta femme, tu as tes amis. Et c'est ce qu'ils appellent un refus d'emploi, et au bout de 3 refus, eh bien, on leur fera un certain nombre de misères, et de plus en plus de misères, vu les réformes actuelles. Bon, mais malgré ça, moi je comprends très bien que les gens refusent, parce que je pense qu'on est toujours un peu attaché à là où on a grandi, des choses comme ça, donc je ne suis pas sûr que les gens soient beaucoup plus mobiles. Alors dans le cas de Daniel, si on regarde un peu son cas d'espèce, je pense qu'en fait c'est une erreur sociologique de ma part, mais elle est assumée. Je pense qu'il est tout à fait vraisemblable que Jacques venant de la paysannerie, son père est maçon, il travaille avec son père, que lui à un moment il accède à un poste un peu mieux, il va se mettre à son compte d'ailleurs comme paysagiste. On disait jardinier d'ailleurs à l'époque, mais on va dire paysagiste maintenant. Il est tout à fait vraisemblable que Jeanne, dont la mère est femme de ménage, qui est une famille qu'on ne disait pas monoparentale à l'époque, parce que le père est mort suite à l'Indochine, il est normal qu'elle accède à un petit niveau supérieur aussi, parce qu'il y avait une certaine dynamique économique à l'époque, donc elle va se retrouver à être secrétaire, en fait, secrétaire de direction, ce genre de choses, qui est arrivé à beaucoup de jeunes femmes à l'époque, hein, qui sont passées du prolétariat, disons, au tertiaire, à des petits métiers du tertiaire. Ça, c'est tout à fait logique. J'ai même des exemples en tête. Alors après, je me suis demandé, alors ils ont un enfant, l'enfant naît en 1980, ou par là. Est-ce que... Autorisé de boire. Désolé. Ça peut être la vieillesse. Ne vieillis jamais, Soufiane, tu sais. Ne vieillis pas. C'est horrible. Je déteste mon âge, je déteste la vie. Donc Daniel, il naît, oui, à la fin des années 70. Et ayant les parents qu'il a, c'est-à-dire un père paysagiste à son compte, qui a d'abord été jardinier municipal, mais puis, voilà, et sa mère, secrétaire de direction dans une usine Michelin du Choletais, qu'est-ce que pourrait bien devenir le fils? Alors ce qui me paraît très cohérent, c'est qu'il fasse des études, il va jusqu'au bac bien sûr, alors que ses deux parents n'ont pas le bac, donc ça c'est tout à fait cohérent, c'est logique. Il fait un BTS, ça me paraît très logique aussi. Classe moyenne, BTS, quoi. Études supérieures de la classe moyenne, c'est le BTS. Qu'il soit porté sur les sciences, tout à fait logique aussi. Plutôt porté sur la techno, les sciences, parce que voilà, il n'a pas de passif littéraire dans sa famille. C'est quand même plutôt les enfants de bourgeois qui vont aller faire des études de lettres. Je suis bien passé pour le savoir. Ok, BTS, c'est bon. Donc le type devient un ingénieur, mais disons de niveau moyen, normal. Là, je suis vraiment dans les clous de la sociologie de cette époque-là. Le fait qu'à un moment, je le fasse bosser dans une boîte qui va faire qu'on va lui proposer un poste en Corée, là, je fais un petit saut quand même. Je fais un petit saut. Il me semble que ce n'est pas exactement des Daniel qui se retrouvent à pouvoir habiter en Corée du Sud, en étant en fait une espèce de, comme ça, des cadres, ce que Durkheim aurait appelé des gens qui ont du tonus social. C'est-à-dire des gens qui sont toujours ascensionnels et qui sont, bon alors une espèce de bourgeoisie mondialisée comme on sait, comme ça transfrontalière, qui peuvent effectivement être dans des boîtes, on peut leur offrir ce genre de poste très très honorable, quoi, très gratifiant. Corée du Sud en plus, on voit bien qu'il y a une dynamique économique de la Corée du Sud, donc aller bosser en Corée, c'est pas comme aller bosser dans un pays dit du tiers-monde ou dit du Sud pauvre et précarisé, c'est plutôt tout de suite ascensionnel, etc. Là je pense qu'il y a un surcroît en tout cas de mobilité géographique de Daniel. Il n'en reste pas moins vrai que ces gens-là existent. Ils ne viendraient pas exactement de la classe sociale de Daniel, mais il y a des gens, effectivement, on les connaît plus ou moins, de plus ou moins près, qui vont être affectés à Shanghai, et puis le poste d'après, ça sera au Maroc, et puis après, ça sera en Amérique du Sud. Ça arrive, quoi.
sortent comme ça, c'est des cadres dynamiques et transfrontaliers, quoi. Bon, on les connaît. Mais en fait, ils sont très peu. C'est la bourgeoisie. Je veux dire, là, vraiment, on est dans les 10% des sociétés françaises. C'est des gens qui sont dans cette mobilité-là transnationale, quoi. Parce qu'il y a une mobilité à l'intérieur même de la France. Ça, je pense qu'il y a des gens de la classe moyenne qui sont amenés à changer de boulot, changer de poste, quand même, dans leur donc, mais donc de passer. Ça t'est arrivé, par exemple. T'es passé de. Voilà, je ne vais pas tout dire, je ne vais pas révéler où tu as atterri, parce que là, on serait sur des dossiers un peu compromettants. Voilà. C'est pour mettre un peu la pression sur toi. Donc ça arrive, mais là vraiment, ouais, France-Corée, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Et donc je pense que c'est rare. Donc du coup, cette longue introduction pénible de sociologie approximative, pour dire que, est-ce que vraiment, finalement, un degré de mobilité qui est relatif quand même dans nos vies voilà, de Français, puisque je parle de ce pays-là, peut affecter les modes amoureux, quoi, les modes d'investissement de la vie amoureuse. Ben, je ne suis pas sûr, en fait. Je suis pas sûr. Je crois que il y a des stats d'ailleurs là-dessus. Il continue à être vrai que beaucoup de couples se forment sur le lieu de travail. Tu vois, donc ou alors pendant les années d'études. Bon, où est-ce que tu fais tes études? Moi, en général, tu fais tes études pas très très loin de chez toi. Alors, il arrive qu'à un certain degré, oui, tu dois traverser la France pour aller finir tes études, mais c'est très rare en fait. Donc finalement, il n'est pas exclu qu'on se mette en couple avec quelqu'un qu'on a rencontré au lycée, ou alors dans les années qui suivent de près le bac, ou alors sur un lieu de travail. Ça se fait beaucoup chez les profs, on le sait, et ce qui est tout à fait normal. Je veux dire, pour rencontrer quelqu'un, il faut bien le rencontrer. Et pour le rencontrer, il faut qu'il existe, ou deux, il faut qu'il soit dans le même espace que vous. Et il y a quand même une grande statistique, vous multipliez les chances si vous êtes sur le même lieu de travail, vous partagez un espace commun. Parce que pour rencontrer quelqu'un, il faut qu'à un moment on se retrouve dans le même espace, quoi. Or, le travail, l'emploi, hélas, vous impose la complaisance de tout un tas de gens. C'est bien ce qui est pénible dans l'emploi, c'est que vous êtes amené à en permanence fréquenter des gens que vous n'avez pas choisis. On appelle des collègues. Et sur lesquels on daube en fait en permanence. Des fois on s'y fait des potes, et des fois on y rencontre sa compagne, son compagnon. Et donc moi je suis pas complètement sûr que, même tu vois, on pourrait dire, mais ça à l'arrière, bon, est-ce que les réseaux sociaux ont fondamentalement affecté nos vies amoureuses, sexuelles, sentimentales? Oui, bien sûr, un peu les sites de rencontres, ou alors les réseaux sociaux tout court, qui permettent quand même de lier conversation avec beaucoup de gens en très peu de temps, et peut-être même parfois de donner une pente érotique aux correspondants ou correspondantes avec qui on a lié conversation. Donc ça peut aller très vite. Et ça, c'est vrai que c'est une latitude que moi je n'avais pas quand j'avais 20 ans. Quand il y avait 20 ans, vous étiez tout seul chez vous, vous n'avez personne à appeler. Et bah, du coup, vous lisez des livres et vous deveniez intelligent. Voilà, c'est ça, c'était le grand secret de l'intelligence de l'époque. Alors que maintenant, vous allez sur Messenger ou WhatsApp, ou que sais-je, et là, vous communiquez avec plein de gens. Et ça peut prendre un tour érotique. Est-ce que, pour autant, c'est là que vont se nouer les coordonnées fondamentales de votre vie amoureuse? Je sais pas, je suis pas sûr en fait. Je suis pas sûr, parce qu'à partir du moment où vraiment il y a une intimité qui va se créer, que vous allez du coup voir la personne en question avec qui vous badinez par distance depuis quelques années, depuis quelques semaines ou mois, je sais pas. Bon, ben là vous allez vous retrouver comme en 14, comme disait ma grand-mère, c'est-à-dire deux personnes l'une en face de l'autre, qui doivent bien composer avec leur physique, avec leur corps, et qui doivent finalement faire ce que tout le monde a toujours fait, c'est-à-dire arriver à trouver une conversation, arriver à se séduire, arriver à se signifier qu'ils se séduisent. Bon, finalement, tu vois, on en revient au point immémorial du commerce amoureux. Hein. Toi, tu es en face et puis tu as l'air d'un con. Et tu te démerdes comme tu peux. Voilà. Il y avait aussi un moment du livre où je pensais qu'il allait y avoir un événement. C'est le moment d'infidélité. Et effectivement, je pensais à ce moment-là, puisque le livre c'est l'amour, qu'il allait y avoir au moins un élan de jalousie de Jeanne au moment où elle apprend que Jacques a été infidèle. Et je t'apprends rien encore une fois sur tout ce qu'on peut dire ou tout ce qu'on a pu écrire sur le rapport entre l'amour et la jalousie. Ce qui détonne du coup quand tu prends un peu les choses à contre-pied, comme si finalement le silence de Jeanne, c'était aussi le prolongement d'une certaine affection ou d'un certain amour. En tout cas, son silence aurait cette signification. C'est comme ça que je l'ai compris. Est-ce que tu peux m'en dire plus, donc le rapport entre jalousie et amour? Alors, il se trouve quand même que dans ma prose très discrète, il
y a silence de Jeanne, absolument, bien vu. Elle vient d'apprendre que Jeanne lui a fait un petit impair, quoi, que Jacques a fait un petit impair. Jacques rentre à la maison, nous attendons, tu as attendu, puisque tu es prévisible, et c'est triste, vraiment. Tu as attendu qu'il y ait une explication, que Jeanne dise à Jacques, alors, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est quoi ces putes? Voilà. Toi, tu voulais ça. Tu voulais de la scène de ménage, tu voulais des trucs comme ça. Et moi, je joue avec mon lecteur et ma lectrice, et je dis, ah non, tu veux ça, mais je ne vais pas te le donner. Jeanne ne va rien dire. Et ils vont manger, ils vont faire comme d'habitude. Alors, ramasser le linge. Et donc, alors on pourrait se dire à ce moment-là, le lecteur et la lectrice, j'imagine, se dit, ah, ben Jeanne, finalement, elle encaisse, elle accepte. Et c'est une preuve d'amour. Tout à fait, on peut tout à fait le lire comme ça. Dire, bon, voilà, il dit, non, mais voilà. En plus, elle apprend que Jacques a commis un petit impair au moment où cet impair est terminé. Ce qui est peut-être un peu plus facile à encaisser, hein, parce que ça y est, c'est soldé. C'était une petite parenthèse adultère qui est finie. Elle va quand même pas s'en tenir là. C'est-à-dire qu'un peu plus tard, au moment de la nuit, du soir, Jeanne, par un tour psychologique que j'oserais appeler un peu subtil, alors que c'est moi qui l'ai inventé, mais bon, voilà, envoyons-nous de l'amour toujours. Elle lui dit, elle lui a pas du tout parlé de ce qu'elle a appris dans la journée, pas du tout, mais elle lui dit comme ça, il semblerait de but en blanc, j'ai eu un épisode moi-même avec un homme. Voilà. J'ai couché avec un homme à une époque, j'ai eu une petite relation adultère. Alors, pourquoi est-ce qu'elle lui dit ça? Alors là, le narrateur n'aide pas son lecteur parce que le livre se veut non analytique. Enfin, il ne donne pas des commentaires de ce qui se passe. Bon, je laisse mon lecteur faire le boulot. Bon, moi, dans mon esprit, c'était quand même un élément de sa jalousie. C'est une petite vengeance. Une bénigne vengeance. Une vengeance pas très agressive, mais une petite vengeance quand même. Ça, ah ouais, d'accord, ok. T'es allé voir ailleurs, t'es allé, voilà, on pourrait dire des choses très vulgaires. Mais moi, j'ai une petite vexation narcissique, évidemment. On n'est jamais très content d'apprendre que nous ne sommes pas l'objet exclusif de l'amour de l'autre. Donc on est un peu vexé. Et donc on va produire une contre-vexation narcissique en prétendant, enfin en disant qu'on a eu, voilà, que nous-mêmes on est allé coucher ailleurs. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Est-ce que c'est un mensonge de Jeanne ou est-ce que c'est vrai, c'est faux? Moi-même, je ne sais pas d'ailleurs. Je n'ai pas tranché. Dans mon esprit, c'est un mensonge, quand même, si j'avais à trancher. Mais voilà, donc tu vois, quand même, il y a un peu de la jalousie, elle est un tout petit peu là quand même. Elle a une petite vexation qui fait. Alors Jacques lui-même va être un petit peu vexé parce que ça va le travailler, cette histoire voilà. Donc il y reviendra un peu plus, quelques années plus tard, de façon très calme, mais il y reviendra quand même. Ça, c'est des choses qui ne s'oublient pas quand même. Je veux dire, on est tous un peu. Et c'est vrai que donc j'étais frustré d'une grande scène de jalousie avec des assiettes qui volent. J'en ai déjà écrite, c'est peut-être pour ça aussi que je ne l'ai pas écrit là. Il y a un roman ou deux où parce que moi je trouve, je pense que la jalousie est l'affect que je déteste le plus au monde. C'est vraiment quelque chose que je déteste. Je trouve que ça me répugne. Mais toute forme de jalousie. Alors, la jalousie amoureuse, mais aussi, il peut y avoir la jalousie sociale aussi, tu sais, le voisin a une plus grosse bagnole que moi, tu vois, ce genre de truc. Ou la jalousie, je trouve que c'est l'affect le plus triste qui soit. Ça ne veut pas dire que je n'y sois pas sujet. J'ai été sujet à la jalousie, comme tout à chacun. Par contre, je me suis détesté étant jaloux, ce qui est déjà pas mal. Il y a des gens, ils sont jaloux, en plus ils sont fiers de l'être. Ils se piquent même d'être jaloux. Moi, non, vraiment pas. J'ai pas aimé ça. Quand je me suis vu jaloux, je me suis trouvé vraiment méprisable. Et donc, c'est même l'objet de mon premier livre. Donc la jalousie me répugne, chez moi comme chez autrui. Je déteste d'ailleurs en être l'objet, mais en littérature, c'est génial. C'est un bonheur pour moi d'écrire des scènes de jalousie. J'adore ça. Mais je t'indiquerai dans mon œuvre, enfin dans mon travail, où il y a des scènes de jalousie comme ça, tu seras. Parce que c'est. Non, mais là, bon, de toute façon, Proust, enfin, il y a beaucoup de grands écrivains qui ont parlé de la jalousie et qui en ont tiré un miel extraordinaire. Proust, exemplairement, il y a le fameux Un amour de Swann du côté de chez Swann, où c'est bon, Swann, qui est donc le héros, le personnage principal, en tout cas de cette partie-là de Proust. À un moment, alors qu'il méprise fondamentalement Odette, c'est vraiment une espèce de demi-mondaine, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire une prostitution qui ne disait pas son nom, quoi, une cocotte, on disait aussi.
Et il la méprise en fait, il trouve que c'est pas de son niveau, quoi. Sauf qu'à un moment, le rapport de force se renverse et c'est lui qui devient amoureux de Odette. Il devient notamment amoureux de Odette à partir du moment où il se rend compte qu'Odette, en fait, elle couche avec d'autres gens, quoi. Et là, il y a 100 pages géniales sur ce que c'est qu'un sujet amoureux. Qu'est-ce que ça vous fait faire dans la tête? Et c'est vrai que c'est passionnant. Un sujet jaloux, un humain jaloux, c'est génial. Je trouve ça répugnant, mais je trouve ça passionnant parce que c'est obsessionnel, parce qu'on se met à tout analyser, tout fait signe, on devient dingue. Il y a des films qui racontent ça aussi très bien. Voilà. Mais c'était pas pour ce coup-là. Voilà. Bon, tu es aussi un critique cinéma, donc j'avais une question subsidiaire sur ce point. Est-ce que tu penses qu'un livre comme ça pourrait être interprété au cinéma? Ben, de fait, quand un livre, ce livre a un peu de succès, donc en général, quand un livre est visible, il se vend, machin, il y a toute une machine qui se met en place avec des effets mécaniques, j'ai déjà connu ça 2-3 fois, à côté de quelques bides, qui font que immédiatement des gens se manifestent pour l'adapter et immédiatement des éditeurs étrangers se manifestent pour le traduire. Je vous tiens au courant un petit peu de la petite popote éditoriale qui est assez méconnue, je crois, de l'extérieur. Et donc il y a ça, à peine le truc est sorti que déjà, d'abord beaucoup de gens le lisent, donc du coup ça fait d'autant plus de candidats à l'adapter que si vous en vendez 500. Si vous avez 500 exemplaires, évidemment, vous avez peu de chances qu'il y ait dedans un cinéaste qui a envie d'adapter. Si vous en vendez un peu plus. Et donc c'est arrivé, donc il semblerait que, d'ailleurs je vois un des candidats qui est un mec que je ne connais pas moi-même, hein, donc je pense que je ne vais pas donner son nom, puisque d'abord, c'est pas fait, puis je pense que ça ne dira rien à personne. Mais sinon, c'est un cinéaste qui a fait un long métrage que j'ai vu depuis, que je trouve pas mal d'ailleurs. Et donc, je le vois mardi. Et qu'est-ce que je vais lui. Parce que je suis censé donner mon accord. Si tu veux. C'est moi qui vais. Je trouve que c'est une importance pas mal. Quoi, tu vois, tu dis non, je sais pas, je le sens pas. Non, pas vous. Alors, suivant, allez. Mais 4 qui veulent adapter, toi, tu vois, je sais pas, j'aime pas ta gueule. Non. Mais pourtant, mon dossier est vachement bien. Oui, super, votre dossier est super, ça donnera un grand film. Mais j'aime pas ta gueule. Donc j'aime bien ces positions sadiques, ce qui ne sera pas mon cas mercredi quand on va prendre un café, parce qu'il m'a déjà envoyé une note d'intention que j'ai trouvée en fait brillantissime. En revanche, la seule question que je vais lui poser à ce monsieur, à ce cinéaste, je vais lui dire, ok, bon, vous m'avez l'air vraiment, vous avez tout compris au bouquin, j'ai l'impression que vraiment vous êtes habité sincèrement pour les trucs, moi vraiment, allez-y, je vais sûrement pas objecter, mais je vais quand même lui dire, mais vous faites quoi avec le passage du temps, quoi? Ça va être ma seule question en fait, parce que là, quand même, c'est-à-dire qu'au départ, tu as Jeanne et Jacques qui ont 20 ans, et à la fin, ils ont 70, 12, 13. Ils ont 22, 23 au début. Bon, aussi, en littérature, c'est facile, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de corps. Et au cinéma, on voit bien qu'on rentre dans une problématique qui est comment est-ce que j'inscris dans le plan lui-même, dans le corps des acteurs, le vieillissement. Et là, on sait bien qu'on a... C'est un cauchemar en général. J'ai plein d'exemples en tête, moi j'y crois jamais. Quand un personnage, on le fait vieillir, alors par un jeu de maquillage, on a tous vu ça, c'est des acteurs dont on sait qu'ils ont 35 ans, qui jouent cette espèce de biopic, alors il faut avoir un moment, la personne vieille, et donc il y a eu du maquillage, et puis il a observé des vieux, donc il marche comme ça avec une canne, enfin, c'est horrible, je déteste ça. Il y a une autre solution qui est souvent usitée dans le cinéma, ou à la télé, dans les séries, c'est de changer d'acteur. Vous aurez donc... Napoléon jeune, joué par Truc, et Napoléon vieux, joué par machin. J'y crois, ça m'énerve aussi, j'aime pas ça. C'est parce que c'est pas le même corps, quoi. Ça va pas. Donc, je ne vois pas de solution. Si vous en avez, venez me voir après, je le dirai au monsieur mercredi. Ceci mis à part, je vois rien qui soit une contre-indication à une adaptation cinématographique dans ce livre. Ça peut tout à fait s'adapter, effectivement. Il y a des belles scènes à faire, je pense. La scène de mariage, je la vois bien au Cinoche. La scène de premier baiser, je pense qu'elle pourrait marcher. Il y a des situations qui sont faciles à faire au Cinoche, quoi. Qui sont déjà très incarnées, je pense assez précises. Mais alors là, je ne vois pas quoi faire, quoi. C'est pas possible. À moins de quoi. Enfin, je vois arriver des sales trucs du genre, on commencerait le film, ils sont déjà vieux, et il y aurait des flashbacks. C'est un cauchemar. Alors, je suis très curieux de rencontrer ce monsieur pour qu'il me dise. Bon, j'ai une dernière question, et puis après, peut-être qu'on fera tourner le micro. Allez. Dans ton livre, bon, les deux personnages, encore une fois, Jeanne et Jacques, ne sont pas particulièrement religieux, voire pas du tout.
Et pourtant, tu fais des références chrétiennes ici et là. Pourquoi ces références? Qu'est-ce qu'elles apportent, selon toi, à l'ouvrage sur cet amour? Et puis, quel a été le réflexe, en fait, qui t'a incité à faire ça? Bah, c'est vrai, tu connais, je pense, mon intérêt pour le christianisme, qui est un peu ma religion que moi j'avais à portée de main, étant un petit blanc vendéen. Dans d'autres contrées ou dans d'autres quartiers ou dans d'autres classes sociales, j'aurais eu peut-être d'autres religions à portée de main. Bon, donc c'est mon intérêt pour une sorte de spiritualité, appelons ça comme ça, je ne suis pas un grand fan du mot d'ailleurs, mais c'est un peu appris l'effet d'une lecture attentive des textes chrétiens. Et donc, comme j'aime bien ces textes, je les aime même beaucoup, il y en a qui me touchent énormément, comme on peut être touché par un poète, comme on peut être touché par... Bon, de toute façon, les textes sacrés me paraissent toujours intéressants. Les rares fois où j'ai mis le nez dans le Coran ou dans la Torah, j'aime assez la... Je pense qu'il y a quelque chose dans la poétique religieuse ou dans la poétique des livres des grands monothéismes qui me touche, quoi. Et indifféremment les trois. Il se trouve que moi je connais beaucoup mieux l'Ancien Testament et le Nouveau. Et donc ça va ressortir ici et là, voilà. Bon, il se trouve que quand même une des caractéristiques du christianisme, même si je pense que ça se retrouverait dans les autres monothéismes, mais je pense que quelque chose qui est un peu spécifique au christianisme, c'est d'avoir vraiment mis l'amour au centre. C'est au centre. Jésus est amour. Il est venu dire que ça. Aimez-vous les uns les autres, pour citer sa formule la plus lieu commun, quoi. Bon, alors, quand tu es marqué par tous ces textes, si tu veux, et que tu mets un pied dans l'amour, parce que tu écris un livre qui s'appelle comme ça, et parce que voilà, tu mets au centre toi-même l'amour de ton nouveau livre, bon, ben, mécaniquement, j'avais quand même en tête quelques textes sur l'amour, notamment un très connu de Saint Paul, quoi, et que je cite un moment, que je fais citer par l'intermédiaire d'un prêtre au moment où il y a un mariage. Bah parce que, oui, bah je veux dire, pour moi, finalement, la possibilité qu'il y ait de l'amour parmi nous, êtres humains faits de chair, de matière, étant des entités organiques, périssables, mortelles, est aussi, pour moi, n'est pas très très loin de la possibilité qu'il y ait Dieu. Je ne dis pas que... Il est tout à fait possible qu'il y ait de l'amour parmi l'humanité et que Dieu n'existe pas. C'est possible, c'est tenable. En même temps, je pense qu'il est compliqué de croire à l'un sans croire à l'autre. En tout cas, les deux s'harmonisent assez bien. Parce qu'il y a quand même quelque chose à un moment dans l'amour qui excède notre matérialité, qui excède notre finitude. Et c'est exactement une vertu qu'on prête au divin, d'excéder notre matérialité, d'excéder notre finitude. Donc, bon, bah oui, pour moi, je pense qu'il faut assumer le fait que... On parlait de Badiou tout à l'heure, là, le monsieur qui est tellement plus important que moi, qu'il y aura une autre salle. C'est pas passé, ça, tu sais, c'est pas passé. C'est encore là, une heure après. Donc Badiou, que j'ai beaucoup lu et que j'aime beaucoup, et que je prends presque pour un poète, d'ailleurs, beaucoup plus que pour un penseur. Soufiane le connaît bien aussi. Bah, tu vois, il a écrit un livre sur Saint Paul, justement. Saint Paul, donc, peut-être l'inventeur du christianisme, pour ceux qui ne seront pas du tout familiers de ce genre de... Et il a aussi écrit sur l'amour. Et d'ailleurs, ces deux livres, des petits livres de Badiou. Il faut lire les petits pour commencer l'œuvre de Badiou, parce qu'il y a des gros machins qui sont un peu ardus. Et les petits livres sont magnifiques. Et son livre sur Saint Paul est vraiment magnifique, et son livre sur l'amour est magnifique. Et moi, quand je les avais lus l'un et l'autre, à la suite l'un de l'autre, et bien pour moi, c'était le même bouquin, en fait. Et que ce qui s'activait dans le Saint Paul, c'était la même chose que... Bon, donc pour moi, il y a quand même un moment, il faut aller au bout il faut peser les conséquences de ce qu'on dit. Quand on est en train de parler de la possibilité pour les asticots que nous sommes de nous aimer, alors ça ouvre un champ où la possibilité de Dieu arrive aussi. Bon, je tâtonne un peu parce que c'est des sujets qui sont compliqués, quoi. Mais pour moi, tout ça, ça se touche, quoi. Je te remercie. Merci beaucoup. Celui-là, il ne marche pas. Mais je pense que c'est lui qui l'a testé. C'est Ali, je crois qu'elle a des pouvoirs magiques. C'est toi qui dois être difficile. Très bien. Bonsoir, merci beaucoup. Du coup, je voulais rebondir sur... On m'entend bien ou pas? Je parle dedans, ouais. Quand on parlait de cinéma tout à l'heure, moi j'écoute aussi votre podcast La Jeune Occasionnée, que je conseille.
J'espère d'ailleurs que le prochain sera sur Miyazaki. Et du coup aussi, je sais que vous avez beaucoup aimé Voyage en Italie de Sophie Le Tourneur. Et moi, quand j'ai appris que vous faisiez un livre sur l'amour et sur sa banalité, je me suis dit que ça vous avait tellement inspiré que vous avez décidé de faire ça. Est-ce que ça a été une influence et est-ce qu'il y a un écho qui est pertinent? C'est très bien vu, sauf que le timing est pas. Tout est juste dans votre intuition, sauf le timing, parce qu'il se trouve que quand un livre comme L'amour paraît fin août 2000, là il est paru fin août si tu veux, il a été imprimé en mars. Enfin, en tout cas, j'ai rendu la dernière version en mars. Et après, il y a l'imprimerie, il y a machin, tout un processus qui fait qu'il faut aussi que les journalistes l'aient avant les vacances. Moi, je passe les détails. Donc, si tu veux, je pense que j'ai dû voir le film de Le Tourneur à ce moment-là, en fait. J'ai vu en mars. Et donc, évidemment, L'amour, je l'avais écrit avant. Je l'avais écrit en 2021-22. Donc, le timing ne fonctionne pas. Mais il est bien vrai que quand j'ai découvert le Voyage en Italie, que je recommande pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Voyage au pluriel en Italie, d'une cinéaste géniale qui s'appelle Sophie Le Tourneur, j'ai immédiatement contacté Sophie, je la connais un tout petit peu, on n'est pas du tout copains, mais bon, on a juste un ou deux contacts, et je lui ai dit, c'est dingue, j'ai fait un livre qui va sortir dans 6 mois, et qui paraît presque le pendant livresque de toi, ce que toi tu as fait. Parce que oui, je m'y reconnaissais beaucoup dans ce goût de l'ordinaire, en fait, pour la faire courte, c'est un couple qui est un peu fatigué, peut-on comprendre un peu, peut-être qu'il y a une certaine usure sexuelle, comprendra-t-on au fil du film. Et ils vont en Italie, ils vont en voyage en Italie. On peut dire, ah voilà, ça y est, c'est romanesque, quoi, c'est le voyage en Italie, quoi. Attention, quoi, romantisme, violon et pizza. Et Juventus de Turin, enfin, toutes les choses extraordinaires. Et en fait, non, ils ont un voyage comme n'importe quel élément de la classe moyenne ou petite bourgeoisie pourrait le faire, c'est-à-dire qu'ils réservent enfin, ils réservent en ligne. C'est un voyage absolument balisé, touristiquement balisé, ils ont un guide, etc. Chose pour lesquelles je n'ai aucun mépris, mais à aucun moment Sophie Le Tourneur a prétendu, dans leur voyage en Italie, monter dans le romanesque. Elle s'en tient vraiment à... Moi, je me suis reconnu dans ce film quand il m'est arrivé d'aller en petit voyage avec une amie ou une compagne ou une amoureuse à l'étranger. Ça m'est plus arrivé, mais je me reconnaissais tout à fait. Quoi. Bah oui, il y a un moment, il faut aller voir Agrigente. Bon, bah, on va voir Agrigente, les ruines d'Agrigente, et on ne fait pas les malins, quoi. On n'essaie pas d'être plus malins que les autres. Et puis le soir, bah, dans le guide, il conseille un resto, et bah, on va dans le resto qui est conseillé, on n'est pas genre, on est des aventuriers. Il y a des gens qui sont un peu comme ça, genre non, mais moi je suis pas le guide, moi je fais mon propre parcours, sauf qu'en général, ils se retrouvent à pas avoir bouffé en fait à minuit. Non, vraiment, j'étais très. Il y a un goût chez elle de l'ordinaire que je crois que dans tous ces films, qui est vraiment un point commun très fort entre nous deux. Donc, je pense qu'entre-temps, elle a lu L'amour et elle confirme. Quoi. Elle m'a dit qu'il y a un truc très commun. Une question? Ah ben je connais ce monsieur, pardon, je t'avais pas vu. Bonjour. Ça va? Non, oui, ça va. Non, c'était pour revenir sur le document de travail, à quoi ça ressemble, et est-ce que ce document de travail est aussi constitué d'une sociologie moins intuitive que la tienne propre? Est-ce que tu lis des articles, etc.? Alors ça dépend des... Effectivement, ce que j'appelle document de travail, c'est souvent un truc très très cheap, hein, qui s'appelle un document Word, qui a un moment... bon, en fait, il y a toujours trois phases de la vie d'un livre, de la jeunesse, dans mon cas, mais je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, parce que tout ça est finalement simple comme bonjour. Il n'y a pas de grand secret. Hein. Il y a une phase où un livre existe dans ton cerveau. Il fait de la rumination informe. Voilà, tu commences à imaginer que peut-être tu pourrais raconter une histoire qui se passerait là, avec des gens qui seraient vaguement comme ça. Bon, ça c'est la vie vraiment très informe. Et il y a un jour, commence la phase 2, c'est le jour où tu ouvres un document Word et tu couches un peu les idées justement que tu avais dans le cerveau depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois 10 ans. C'est des choses qui sont un peu accumulées comme ça. Et tu commences à, voilà, tu mets tout ce que tu as en tête, les notes, et ça constitue déjà des premières pistes pour le bouquin. Bon. Et après, bah, ce document dit de travail, celui qui précède vraiment la rédaction, il va peut-être s'étoffer de choses qui vont être un peu plus méthodiques, à savoir, bah oui, de la documentation qu'on peut aller chercher ailleurs. Ça, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de romanciers font. Parce que nous autres, les romanciers, qui sommes une corporation qu'il faut défendre, nous travaillons dans le long. Nous avons à constituer un objet qui est long. Alors parfois, il peut être très court comme L'amour. Enfin, très court, c'est quand même 90 pages. Il faut quand même les pondre. Et puis des fois, c'est 200, 300, 400. Donc nous, quand même, il nous faut de la matière, quoi.
Alors cette matière, parfois, elle vient toute seule, c'est des choses qu'on a vécues, c'est des choses qu'on a observées, et on n'a pas besoin d'aller chercher une documentation extrinsèque, celle qui serait au-delà de la documentation qu'on a accumulée spontanément dans notre propre vie, en vivant ce qu'on a vécu, en observant ce qu'on a observé. Et alors on va aller chercher, bah oui, on va se documenter selon les besoins du livre, voilà. Alors, pareil, moi, il y a un livre où je me suis beaucoup documenté parmi mes livres, c'est En guerre, qui est un livre que j'ai sorti il y a 4-5 ans, que tu connais, je crois. Et là, oui, parce que, bon, il se trouve, j'avais envie, bon, c'était un livre assez social, quoi, et donc, je partais sur une figure, pour moi, qui était une figure de la prolétaire contemporaine, elle s'appelle Louisa, elle était issue, comme on dit, de l'immigration maghrébine. Je voulais vraiment en faire une espèce de prolétaire lambda des années 2010. Je l'ai écrit en 2016. Et là, bon, j'avais autour de moi des gens que je pouvais quand même interroger, que je pouvais observer. Oui, enfin, quand même, il y avait un moment, il fallait que je me documente un peu quand même, parce que ces vies-là ne se déposent pas dans vos vies de cette façon-là, quoi. Et donc, par exemple, je voulais à un moment qu'elle passe par Amazon, qu'elle travaille dans un entrepôt Amazon, parce que ça me paraît, bon, c'est un peu clicheteux, mais enfin, c'est vrai que ça incarne quand même vachement bien une espèce de prolétariat surexploité de l'époque. Alors là, on sait bien, par exemple, les entrepôts Amazon sont extrêmement hermétiques, quoi. C'est très très difficile d'y pénétrer en tant que journaliste. Certains s'y sont essayés, mais sur le mode de l'infiltration. Ils se sont fait employer en fait par un entrepôt. Et ben, j'avais lu par exemple le bouquin qui était ressorti de cette expérience de ce journaliste qui avait travaillé 6 mois, je crois, dans un entrepôt Amazon pour voir de l'intérieur à quel régime étaient soumis les quasi-esclaves qu'on y fait travailler, qui d'ailleurs tournent très très vite, quoi. En général, c'est des intérimaires, c'est une moyenne de 2 mois, je crois. Là, j'avais quand même vraiment besoin de documentation. Donc ça, c'est un exemple où on est obligé d'aller chercher de la documentation ailleurs, parce qu'on n'a pas envie de raconter n'importe quoi, on n'a pas envie de donner dans des clichés qu'on a en tête et qui sont en fait pas vrais. C'est très important. Bon, je pense qu'un de mes projets futurs, de ce que je suis en train de travailler, concernera même un pays étranger. Bon, et c'est un pays où je ne suis jamais allé, donc je pense que je vais y foutre les pieds, mais pour mieux me documenter. Mais je pense aussi que je vais beaucoup me documenter pour pas dire n'importe quoi sur ce pays étranger. Donc voilà, le document de travail, effectivement, peut s'étoffer d'une documentation très fournie. C'était le cas dans Guerre, mais moi, il y a aussi des livres sur lesquels je ne me suis pas du tout documenté. Je n'ai pas du tout eu besoin de cette... Bon, je pourrais prendre un exemple qui est Entre les murs. Entre les murs, bah, la documentation, c'était ma vie. Donc là, il n'y a pas eu de... Je ne suis pas allé lire des trucs sur l'école. J'avais tout ce qu'il fallait dans ma propre vie. Pour l'amour, très peu. Très très peu. Je suis allé parfois vérifier des trucs, quoi. Je suis allé vérifier... Bon, par exemple, un moment, oui, voilà, je voulais qu'ils écoutent une chanson particulière le jour de leur mariage. Je sais qu'ils se marient en 78, je crois. Je suis allé voir les tubes de l'époque. Et finalement, j'en ai choisi un qui n'était pas un tube de l'époque. Mais voilà, ça, c'est le genre de petit machin, on peut se renseigner. Finalement, on googlise, quoi. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est pas beaucoup plus malin. Google est devenu un outil de travail très important pour les romanciers, je crois, et pour pas mal d'artistes, d'ailleurs. Bon, donc c'est pas plus compliqué. Mais sur l'amour, très très peu en fait, parce que bah, comme j'ai commencé par le dire, les 50 ans que je raconte, c'est les miens. Enfin, donc je connais bien la France des années 80 quand même. Je crois que je connais un peu la France des années 70. S'il y a un truc que j'ai fait, par exemple, qui pourra t'intéresser, c'est que comme ça, à un moment où j'avais déjà écrit une première mouture, mais j'avais envie d'étoffer encore le livre matériellement, je me suis mis à revoir ou voir des films français des années 70. Parce que je me disais, bah tiens, dans le plan, même des très mauvais films, par exemple, je déteste Sautet, c'est de notoriété publique, mais même dans Sautet, on voit des trucs, quoi. Il y a un moment, tiens, ah oui, c'est vrai qu'il y avait des pulls comme ça à l'époque, une espèce de documentation presque impromptue de certaines fictions. Et j'ai revu aussi des films que j'adore, genre Passe ton bac d'abord, donc j'ai presque tiré une scène d'ailleurs. Passe ton bac d'abord, un film de Maurice Pialat qui se passe d'ailleurs, je crois, alors si c'est pas Roubaix, non, c'est Lens. Ça se passe à Lens, en 78, c'est sur la jeunesse lensoise. Comment ? Oui, c'est vrai, bien sûr. Oh, pardon, désolé, voilà. Lens-Roubaix, quoi, c'est... pour nous, gens de Paris, tu sais tout ça, c'est les gens du Nord, quoi. Mais vous êtes tellement formidables, les gens du Nord, vous avez le cœur comme ça, quoi. Alors, ça se passe à Lens, c'est les prolos, et là, je les regarde, je les revu avec plaisir, parce que j'adore le film, et là, ouais, on voit des trucs. Et à un moment, il y a un mariage, et il y a une petite baston au mariage, et je n'ai pas du tout refait la même baston. Et ça m'a donné envie qu'il y ait une micro-baston dans mon mariage à moi, là, parce qu'à un moment, il se marie.
Voilà, et c'est vrai qu'on voit des trucs, quoi. Du coup on voit un peu les fringues, on voit oui, les bagnoles, on voit des éléments de mobilier aussi. Ouais, c'est intéressant de faire ça, quoi, quand on... Les films sont devenus une documentation intéressante, quoi, en tout cas pour le XXe siècle. Et le personnage, Attendez, je vous donne le micro. Bah oui, il faut parler dans le micro parce que c'est pour les gens du fond. Pour Oui. le personnage féminin, donc vous vous êtes inspiré de la somme de toutes les femmes que vous avez connues. Non, 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 bah non. Je suis pas sûr d'avoir croisé beaucoup de Jeanne dans ma vie, hein, donc en tout cas, profiler comme tel, vraiment, quoi, précisément. Donc je sais pas comment est-ce qu'on arrive à dessiner un personnage. Je pense que c'est avec ouais, quand même des observations qu'on a pu faire, des choses. Elle ressemble, si, j'avais quand même j'ai 2-3 personnes en tête, parce que tout à l'heure je disais que j'avais quand je faisais la sociologie un peu rapide comme ça de mes personnages, il y avait ce truc qui est arrivé à beaucoup de femmes issues de la paysannerie ou du petit prolétariat dans les années 40, 50, 60, c'est qu'elles se sont mises à accéder au tertiaire. Le truc qui était vraiment le gros machin de l'époque, notamment pour les filles qui étaient issues de la paysannerie, en tout cas de la petite agriculture, c'était de faire dactylo, le fameux truc dactylo, quoi. Et ce sont beaucoup de filles des campagnes se sont mises à passer leur je sais pas quoi de dactylo, CAP ou en tout cas une formation, pour pouvoir accompagner les forts tertiaires. On avait besoin de secrétaires, on avait besoin de filles qui allaient taper à la machine très très vite, comme ça. Et ça, j'en ai connu dans ma famille. Il y a des gens comme ça. Ma tante est un peu comme ça. Ma tante qui est issue de la paysannerie, comme ma mère. Enfin, leur père était paysan, et leur mère était une petite institutrice, et à la campagne. Et bon, c'était quand même plutôt des gens, voilà, entre, oui, plutôt prolo, classe moyenne, quoi. Parce que c'était vraiment un tout petit paysan, il n'y avait pas grand-chose. Bah oui, bon, ma mère, elle est devenue institutrice elle-même, et sa sœur est devenue, voilà, elle a dû passer un truc de dactylo pareil, et peu à peu, elle a accédé à la fonction publique. Elle s'est mise... Ce qu'on disait à l'époque, c'était travailler dans les bureaux. Maintenant, nous travaillons tous dans les bureaux, enfin, à part les gens qui sont, hélas pour eux, dehors, sur les chantiers, ou trucs comme ça, mais disons, le tout venant du monde du travail, c'est quand même des gens dans ce qu'on appelait à l'époque des bureaux, mais qu'on n'appelle plus des bureaux. Et c'était quelque chose, dire des bureaux, c'était tout un monde qui changeait, et c'était notamment l'exode rural, c'était une France qui avait été à dominante agricole et qui allait devenir à dominante tertiaire. Donc ça, j'ai des gens autour de moi, donc c'est comme ça que je profile un peu. Après, il y a le profilage psychologique de Jeanne, et là, pour les premières pages, pour raconter comment Jeanne un peu s'entiche à un moment on n'en a pas parlé, mais voilà, le livre commence comme ça. Elle a un amoureux au début avant Jacques, enfin, et elle l'aime toute seule dans sa tête. Alors ça, ce trait psychologique-là, il est suffisamment répandu. J'ai pas eu à réfléchir longtemps pour arriver à le constituer, puisque d'ailleurs nous sommes tous passés par là. Nous avons tous été amoureux d'une fille de la classe en 5e à qui on n'a jamais parlé de l'année, ou d'un garçon de la classe. Donc ça vous est pas arrivé, ça? Vous n'avez jamais été amoureux d'un garçon de la classe? Parce que je n'étais pas dans votre classe, c'est pour ça. Non, il n'y a jamais eu, même en CM2, il n'y a pas eu Thibaut machin là qui était au premier rang et... Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais fantasmé. Ah bon, d'accord. Ok. T'as jamais fantasmé? Bah. Enfin, moi, il me semble que beaucoup de gens se retrouveraient dans ce portrait-là. Donc, l'emportement romanesque unilatéral, ça, c'est quelque chose que... Voilà. Donc ça, c'est le portrait psychologique de Jeanne. Et après, il y a des petits ajustements. C'est, par exemple, Jeanne, elle est plus bavarde, je crois, que Jacques. Jeanne est plus portée sur les jeux de lettres. Enfin, elle fait des mots fléchés, des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs que j'ai un peu vus dans des couples. Alors, un peu mes parents, un peu... où le mec, il est plutôt porté sur des trucs genre scientifiques et la femme est plutôt portée sur des trucs grossièrement littéraires. Ça, c'est quand même des effets genrés qui sont tout à fait prévalents encore, et encore maintenant, je pense, d'ailleurs, quoi qu'on dise. On dit que ça aussi, on dit que ça a changé, mais je ne suis pas sûr que ça change tant que ça, en fait. Hein. Donc voilà, c'était comme ça qu'on construit peu à peu les personnages, quoi, en se servant de plein de petites choses comme ça, des observations, mais c'est pas forcément donc des petites amies que j'aurais pu avoir. Une autre question? Oui. Bonsoir. Est-ce que vous avez lu un... Bien sûr, mais dans le livre aussi, beaucoup. Mais je me demandais, vous disiez que pour vous, les modes amoureux avaient très peu changé. Mais est-ce que vous pensez que dans 50 ans,
un récit d'une histoire qui est vécue par la plupart des gens, en fait. Parce qu'il y a quand même des mutations qui sont des relations amoureuses et qui semblent dire que non. Non, c'est vrai qu'il y a un truc, bon, on m'a beaucoup posé la question depuis que le livre est sorti, donc je suis presque devenu un expert de cette question, en tout cas de ma réponse. Je suis un expert de ma propre réponse. Il est bien évident que Jeanne et Jacques sont d'une génération où on divorçait peu. Donc on trouverait probablement dans la génération de Jeanne et Jacques, nés en 1950 en gros, beaucoup plus de couples qui ont passé vraiment toute leur vie ensemble qu'on en trouverait dans la génération d'après, dans ma génération, et a fortiori dans la génération, disons, de gens qui auraient 20, 30 ans maintenant. Bien sûr, on divorce davantage, là où on pouvait passer 50 ans ensemble, on peut se quitter au bout de 8 ans, au bout de 12, au bout de 20, ça se fait beaucoup. Donc là, oui, ça a changé. Je note quand même qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps ensemble, qui ne divorcent pas, qui passent 20, 30 ans ensemble. Et regarde, ça me suffit, moi 20, 30 c'est déjà beaucoup. Et voilà. Est-ce que dans 50 ans, si jamais il y a encore quelque chose qui s'appelle l'humanité dans 50 ans, il faut toujours quand même commencer par répondre ça quand on fait des prospections maintenant. Est-ce que dans 50 ans, les gens vraiment décidément, alors là vraiment les couples seront de plus en plus brefs et que les gens, moi je crois pas. Le schéma suivi aussi pour se mettre ensemble sera peut-être plus instable, plus marqué par des ruptures, enfin oui, avec des partenaires qui seront, comment dire, investis en même temps, parce qu'avec les applications de rencontre, on sait, ouais. de plus en plus on ne suit pas juste un partenaire avec qui on va faire une promenade, puis ensuite coucher, on va en avoir plusieurs en même temps et on va choisir, donc le schéma diffère beaucoup. La nouvelle jeunesse. Elle est super cette génération, j'aurais adoré moi. Non, oui, mais comment dire? En fait, j'en sais rien. Peut-être que je connais pas assez bien les vingtenaires, je les observe pas assez, j'en ai pas assez sous la main. D'ailleurs, j'aimerais bien faire un livre un jour sur des vingtenaires, et peut-être ça me sera l'occasion de me documenter. Et je sais pas trop, oui, j'entends parfois ça, ça peut être des enfants de mes amis, maintenant on en arrive à ce genre d'âge, et oui, un peu multipartenaire, machin. Est-ce que ça va durer, ça va durer 15 ans, ça? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que c'est fatigant. Je crois que c'est épuisant quand même d'avoir 4, 5 possibilités sexuelles, machin, d'alterner entre machin, truc, bidule, le jeudi c'est tel, machin. Il me semble que c'est quand même épuisant. Il n'y a aucun corps qui soit capable d'appréhender cette fatigue durablement. Il y a un moment, je pense qu'il me semble, alors ça il me semble que c'est un invariant anthropologique, mais peut-être que je dis une grosse connerie, il me semble qu'on est fatigué, quoi. Et qu'on a peut-être envie de se poser, comme on dirait. Moi j'entends parfois aussi des jeunes gens dire ça. Ouais, puis à un moment, j'ai eu 24 ans, je me suis posé, je me suis mis à des trucs, et là, on est ensemble depuis 15 ans, on a 2 enfants, enfin, ça arrive. Donc, je ne suis pas complètement sûr que tout ça mute de façon si spectaculaire qu'on le dit. Mais bon, j'ai pas de certitude. On va vraiment faire ça sérieusement, quoi. Mais si on se pose, c'est plus de l'amour. Ah. Alors, vous êtes une ultra, vous. Ben non, le pari de mon livre, c'est l'inverse. Hein. C'est effectivement bon, l'équation un peu, je dirais pas dominante tout court, mais dominante dans l'art ou dans la littérature ou dans le cinéma, c'est de dire l'amour l'amour est indissociable de la passion, d'un certain emportement, comme ça, les transports très très intenses. En fait, l'amour, c'est l'intensité. Et donc, effectivement, l'amour, c'est le mouvement. Il faut que ça bouge, enfin, il faut que ça évolue. Une histoire d'amour, quoi. C'est jamais la même chose. Voilà. Ok, ça, c'est tel qu'on nous le peint. Et il semblerait que dès qu'on se pose, c'est plus de l'amour. En tout cas, c'est moins de l'amour. Il y a une espèce de déflation comme ça. Moi, le pari de mon livre, c'est l'inverse. C'est simple, hein, c'est-à-dire que l'amour commence à partir du moment où on se pose. Donc après, effectivement, c'est discutable. Mais je suis pas sûr que je pense que c'est tenable quand même de dire. Donc moi j'ai une conception, enfin, en tout cas, j'ai une espèce de vision comme ça, un peu intuitive et purement subjective, à partir de mon tempérament de l'amour, qui est plutôt l'amour, c'est calme. C'est calme. C'est vraiment un truc c'est une stase, quoi. C'est un truc. Le reste, c'est autre chose. C'est de la passion, c'est des histoires comme ça. En général, moi je connais aucun couple qui soit sur le régime passionnel et intense pendant 20 ans, ça n'existe pas ça. Alors vous allez peut-être me dire que vous, oui, non? Oui, bon. Ça n'existe pas. Il y a un moment où l'amour se transforme en on prend notre petit déj ensemble, on fait la vaisselle ensemble, on va faire les courses ensemble, voilà. Autant de choses pour lesquelles moi je n'ai aucun mépris. C'est la vie. Et quand on aime une femme ou un homme, c'est super d'aller au Franprix ou au Carrefour avec elle. Moi j'adore. C'est mon kiff dans la vie, c'est aller au Carrefour avec. Voilà.
Alors c'est toujours très intimidant de poser une question et de prendre le micro. Je vous vois pas, par contre, vas-y. Ouais. Ouais. Première chose, c'est plutôt une constatation. L'amour, c'est surtout un conditionnement, parfois pavlovien, la sécurité, les enfants, tout ça. Et l'autre chose, puisqu'on est beaucoup ici à avoir hésité entre faire la manif à Lille pour la Palestine et venir vous voir, donc on a fait un choix. Est-ce que vous avez des mots d'amour pour la Palestine, justement? Ouais, je suis presque gêné parce que il y a quand même, je pense qu'il y a des choses plus importantes qu'effectivement mes bavardages. Vraiment, je vous remercie d'être venu ici plutôt que, mais quand même, pour moi, la priorité. Enfin voilà, chacun invite les choses comme on veut. Non, moi, je ne fonctionnerai pas comme une déclaration d'amour à la Palestine parce que je ne me sentirais pas à ma place en disant ça. Et je ne sais pas le genre de mots en général que j'utilise pour parler des choses politiques. Je pense que de toute façon, on peut témoigner déjà de notre compassion pour les Palestiniens qui sont en train d'être massacrés, je veux dire, petit feu, ouais. Ceux de Gaza. Pas que. Il se passe des choses dans les colonies aussi, en Cisjordanie. C'est presque ça qui me frappe le plus en fait. Parce qu'à la rigueur, le martyr de Gaza, il est annoncé par Israël depuis 3 semaines, ils le font. Et puis en fait, c'était prévisible quand même à plein d'égards. Qu'il y ait autant de choses qui se passent, les violences qui se passent en Cisjordanie me paraissent presque plus intéressantes, elles sont sans doute moins brutales et moins massivement brutales que ce qui se passe à Gaza, on ne va pas faire de compète, mais voilà. Mais beaucoup plus finalement symptomatique de ce qu'est devenu l'État israélien, quoi, depuis ce qu'il est devenu. La matrice était déjà là il y a longtemps, mais moi je dirais qu'il est devenu un État au bas mot d'extrême droite depuis une 40aine d'années, en fait, avec une montée en puissance là. C'est ça qui me frappe, c'est tout ça qui me frappe. Je pense que ça joue en Cisjordanie en ce moment politiquement. L'épicentre du problème, il est là. C'est de la colonisation mécanique et maintenant avec vraiment des stratégies d'apartheid, enfin, tout à fait caractérisées, quoi. Donc voilà, compassion évidemment. Après, je vous avouerai que je suis quand même tout à fait désemparé devant cette situation, pas simplement parce qu'elle est hautement dramatique pour certains, pour des enfants, des femmes, des gens, des vieux, mais pas seulement. C'est que je ne vois pas d'avenir politique immédiat à cette cause. Pour une raison simple, et qu'il faut toujours dire, comme si on est un tout petit peu conséquent et un petit peu... si on parle de ces choses-là, c'est que moi je pense que le peuple palestinien a un ennemi, un bourreau principal, qui s'appelle l'État d'Israël. Je dis bien l'État d'Israël. Et puis il y a un deuxième ennemi qui arrive juste après, c'est le Hamas. Et qui n'est pas là pour le bien des Palestiniens. Voilà. Ça quand même. Enfin, on peut discuter, c'est pas le lieu. Je veux bien en rendre compte de ce que je suis en train de dire off avec ceux que ça intéressera. Mais vraiment, quoi. Pour moi, il n'y a aucun avenir politique autour du Hamas. Je ne suis pas du tout en train de rentrer dans des débats du genre terroriste, pas terroriste, gna gna gna. Ça, c'est pas... Je ne subis pas ce genre d'injonction. Mais donc c'est ça la vraie question. Si on va vraiment encore, si on veut encore avoir un troisième moment de la réflexion, par-delà l'urgence humanitaire presque dans laquelle nous sommes actuellement, c'est qu'est-ce qu'on fait politiquement, quoi. Qu'est-ce qui constitue une force politique? Moi, je me pose la question en France. Hein. Je me pose la question pour le prolétariat français, moi. Hein. Je veux dire, donc je vois pas pourquoi je ne me la poserais pas pour les Palestiniens. Comment est-ce qu'on peut fabriquer une puissance politique quand on est palestinien? Voilà une grande question. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va bien et toi? Ça va. Moi, je vais revenir sur le bouquin. Hein, donc, oui. Et en fait, je le mets un peu en parallèle avec l'enlèvement, justement. Parce qu'il y a un truc que tu as dit au début sur l'amour qui est accessible à toutes les conditions sociales. Et je remarque en fait que dans tes romans, en tout cas ceux que j'ai lus, et puis peut-être même d'une façon générale, j'ai l'impression que plus on grimpe dans l'échelle sociale, et moins il y a quelque chose d'authentique dans les amours qu'on nous dépeint, si tu veux. Tu as quand même ce truc entre Brune et le narrateur dans Un enlèvement que tu n'auras pas entre Jeanne et Jacques dans l'amour. Et comme si plus il y avait de pognon quelque part, et moins il y avait d'amour. Ouais, c'est bien. Bah, là, on arrive à mes zones d'ombre ou à mes zones pratiquement indéfendables, mais qui ne montreraient qu'à mes affects fondamentaux. Oui, il est bien vrai, je dois bien avouer, je ne pourrais pas en rendre compte rationnellement que je prête à
aux classes populaires une capacité d'amour supérieure à ce que je prête. Et sans doute, je suis traversé par le sentiment qui est difficile à argumenter. Hein. Encore une fois, là, on est vraiment dans des trucs bizarres. C'est que quand je fais une espèce d'anthropologie expéditive de la bourgeoisie, il me vient toujours l'idée que ces gens ont des capacités d'amour inférieures à la moyenne. Quoi. Voilà. Bon. Donc je ne fais que redire ce que tu as très très bien observé chez moi. Mais c'est compliqué à dire parce qu'à la fois j'ai tout de suite envie de me mettre en position plus œcuménique. C'est-à-dire que, comment dire, on ne peut souhaiter qu'une chose aux bourgeois, c'est justement, alors que eux sont déglingués par leur esprit boutiquier, ils soient sauvables. Et peut-être que l'amour, leur capacité à l'amour permettrait de les sauver un peu quand même. Et sans doute ça doit être vrai. J'imagine que les bourgeois, y compris les plus boutiquiers d'entre eux, peuvent accéder à l'amour. Et il faut le souhaiter, en fait. Il faut s'armer de générosité. Voilà. Après, justement, ça reviendrait à la question de Soufiane sur la religion aussi. En fait, je voulais le dire tout à l'heure, mais je vais le dire maintenant à propos de ta question. Il est arrivé, mais très, très minoritairement, que des gens se demandent quel regard je portais sur Jeanne et Jacques, et il est arrivé très minoritairement qu'on puisse trouver que j'avais un regard un peu condescendant à leur égard. Bon, je pense que beaucoup de lecteurs n'ont pas du tout cette expérience du livre, mais pourquoi pas. Moi, je réfute totalement ça. Pour moi, il n'y a pas de condescendance. Mais je pense que quand je réponds à ça, je m'y prends mal. Et en fait, il faudrait dire une chose simple. Il m'est arrivé de répondre à l'accusation de condescendance en disant « Mais non, mais je veux dire, rien ne dit que Jeanne et Jacques ne soient pas intelligents. » Voilà, donc comment dire, à aucun moment je montre des gens que je considère moi-même comme médiocres. Quoi. Bon. Et en même temps, je pense qu'en fait, ça passe pas par là. C'est-à-dire que je pense que je me suis rendu compte en y réfléchissant que le livre était fondamentalement religieux pour ça. C'est compliqué à dire, mais que j'ai pas besoin d'aller sauver Jeanne et Jacques en faisant remarquer que Jeanne est douée pour la littérature ou pour les lettres, que Jacques est porté sur les étoiles et que donc ça lui donne une sorte de volume intérieur, spirituel. Je n'ai pas besoin d'aller chercher ça. Pour moi, ces gens-là sont sanctifiés à la base. Et peut-être que c'est ça, je parle vraiment de sentiments très intimes là, c'est ça qui fait que, c'est une ancienne très connue chez mon copain Bernanos, hein, il y a tout un lexique, il y a plein d'écrivains chrétiens qui ont donné là-dedans, et qui globalement disent, les bourgeois sont perdus pour la spiritualité, voilà. Parce que l'argent corrompt, parce que l'esprit boutiquier corrompt, parce qu'il est totalement antinomique avec la spiritualité, et que donc, à ce titre-là, les premiers au ciel seront bien les pauvres, puisque eux, au moins, ne sont pas dénaturés et corrompus par l'esprit de l'argent, l'esprit de la marchandise. Et je dois bien avouer que j'arrive pas à me départir de ce sentiment. Une dernière ou deux, encore une question, après on fera une séance de dédicace. Les livres sont en vente avec nos partenaires des Lisières. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions dans la salle? Bah, écoutez, merci à... Ah, une dernière question. C'était juste pour enfoncer le clou sur, sur les changements des mœurs amoureuses. Parce que du coup, vous parliez de sociologie, mais Eva Illouz, qui est sociologue, du coup, elle a écrit notamment La fin de l'amour. Et elle théorise beaucoup, du coup, sur les relations amoureuses qui sont devenues plus fragiles, sur l'engagement qui est beaucoup plus difficile à rencontrer. En fait, je connais d'Eva Illouz que ses prestations, j'ai écouté des conférences d'elle, des interviews, des choses comme ça, donc je ne l'ai jamais lu. Donc ce que je vais dire va être forcément sujet à caution. Mais ce que j'intuite l'écoutant, et ce qui n'apparaît pas à beaucoup de gens, visiblement, surtout à gauche, c'est que nous avons affaire à une penseuse autoritaire. C'est pour ça que je me méfie un peu des anciennes sur maintenant les gens ne peuvent plus s'engager, etc. Parce qu'il y a quand même des choses qu'elle dit que je trouve tout à fait troublantes, quoi. Par exemple, elle dit que d'une certaine manière, la libération sexuelle a nuit aux femmes d'un certain point de vue. Puisque le sexe se libérant, la vie sexuelle se libérant, ce qui est tout à fait vrai, dans les 50 dernières années, on peut dire, il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'est joué. Peut-être pas autant qu'on me dit, mais un peu quand même.
Et donc, du coup, elle dit immédiatement que ça exposait davantage les femmes à certaines violences. Effectivement, quand une femme ne sortait pas du tout de chez elle, elle s'exposait beaucoup moins à être agressée, emmerdée, harcelée, violée selon le degré, qu'une femme qui, par un effet de la libération des mœurs féminines, dont je me réjouis, va davantage dans des concerts de rock, dans des lieux où ça picole, dans des bars, et qui marche beaucoup plus dans la rue, qui s'expose davantage. Si c'est le prix à payer pour la libération des femmes, je crois qu'il faut en payer le prix. Et donc je trouve très bizarre d'entendre Eva Illouz presque dire, de regretter un moment où les femmes, au moins, elles étaient soumises à un certain nombre d'injonctions sociales ou de pactes sociaux préécrits à leur place, mais que ça avait valeur de protection pour elles. C'est tout à fait l'argument du patriarcat. L'argument du patriarcat sur les femmes a toujours été de dire nous vous protégeons. Nous vous protégeons. C'est pour vous protéger, vous les femmes, que nous vous imposons un certain nombre de sillons pour mener votre truc. Je vais un peu loin, hein, mais moi il y a un truc comme ça, je trouve. Donc je trouve que Eva Illouz, quand je l'écoute parler, je pense qu'elle pourrait pour le moins avoir une pensée un peu plus dialectique, c'est-à-dire d'abord prendre la mesure du bénéfice immense de la libération, notamment dans les pays dits occidentaux depuis quelques décennies, quoi. Or, elle, et c'est à ça que je reconnais l'autoritaire, avec mon pif très performant, avec mes antennes anti-autoritaires, elle, immédiatement, elle a le premier effet de tous les autoritaires, c'est-à-dire que dès qu'il y a un progrès sociétal, social, d'émancipation, eux sont tout à fait portés pour tout de suite en voir les écueils. C'est toujours ça, hein, je veux dire, la pensée autoritaire droitière, c'est toujours ça, en fait. Et il y avait Illouz, donc elle se balade partout dans le monde pour aller raconter à quel point, finalement, la libération des mœurs, voilà, ça a créé un désarroi, les gens ne s'engagent plus. Et, moi, je viens d'écrire l'amour, et donc je pense que l'amour est irrigué par, je pense, une tendresse que j'ai l'air d'avoir pour des gens qui restent longtemps ensemble. C'est pas pour autant que je trouve que ce soit un modèle qu'on doit imposer. Hein. Je veux dire, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Les gens, si quelqu'un me dit, moi j'ai envie d'avoir plein de partenaires toute ma vie, très bien. Je suis très très content qu'au moins les gens en aient la possibilité, que ce soit des possibilités. Puis après, chacun s'arrange comme il peut. Donc que les femmes, que le champ des possibles amoureux, sentimentaux et sexuels se soit considérablement ouvert pour les femmes au cours du XXe siècle, c'est une révolution, et un progrès absolu dans l'histoire de l'humanité. Vraiment. Et donc je vois tout de suite une espèce de vautour réactionnaire, donc tout de suite en train de dire, bah oui, mais du coup, voilà. Ben non, il n'y a pas de du coup, quoi. Enfin oui, il y a surtout un du coup, donc je ne suis pas sûr que... on sort d'une époque où les femmes étaient engagées malgré elles, on les engageait, et c'est encore le cas dans certains pays, on les engage malgré elles, et Eva Illouz est déjà en train de regretter que les gens ne s'engagent pas. Alors, pour le coup, c'est un raccourci, hein, parce que quand vous dites que la révolution sexuelle, du coup, enfin, qu'elle critique la révolution sexuelle, c'est vrai qu'elle la critique, mais en même temps, c'est vrai intéressant, je trouve, d'en voir les limites. Et en l'occurrence, c'est une des causes parmi d'autres, par exemple, qui est le capitalisme, et l'insécurité, l'insécurité de l'emploi, l'insécurité des relations, ça, je trouve, c'est quelque chose de, pour moi, cohérent. Hein. Ben non. Moi, je ne vois pas de lien mécanique entre l'insécurité de l'emploi et l'insécurité des relations. J'ai tenté de lien entre les deux. Mais c'est ça tout le débat, en fait. C'est ça tout le débat. Et là, on est vraiment au cœur d'un truc, d'un énorme dossier qui s'appellerait ce qui, finalement, porte le nom dans toute une pensée depuis des décennies, qui est cet attelage qui a été inventé par certains penseurs, qui sont fondamentalement des penseurs autoritaires, qui est l'attelage libéral-libertaire. C'est toujours la même chose, en fait. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que, puisqu'on déteste les révolutions libertaires qui ont quand même été mises en œuvre tout au long du XXe siècle, et franchement, allez demander aux femmes qu'on... Non, mais je n'ai pas dit que c'était votre cas, hein, pas dit que c'était votre cas. J'essaie de resituer Eva Illouz dans un mouvement plus général. Puisqu'on n'aime pas fondamentalement l'émancipation qui a eu lieu au cours du XXe siècle, ces grands avancées que j'appelle libertaires du XXe siècle, on les aime, certains ne les aiment fondamentalement pas, et plutôt que de dire directement qu'ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas que les femmes se soient émancipées. En fait, ils n'aiment pas ça. Bon. Ils vont dire, du coup, en fait, ce sont des alliés objectifs du capitalisme. En fait, le capitalisme adore le féminisme, le capitalisme adore les femmes libérées, etc. Mais en fait, c'est pas plus vrai que faux. Si vous regardez concrètement, le capitalisme, par exemple, les marchands aiment tout à fait que jouer sur... Qu'est-ce qu'il y a de plus vendeur quand les marchands visent à créer des marchés? C'est la famille.
La famille, c'est super parce que c'est 5 personnes qui vont consommer d'un coup. Comme pour le cinéma, moi je le vois bien. Hein. Il y a une dominante... les grands argentiers du cinéma font des films familiaux, parce que les films familiaux, ça permet d'avoir 5 tickets. Ils ne font pas des films pour moi, parce que moi, je vais au cinéma tout seul. Je ne suis pas rentable. C'est pour ça qu'on verra beaucoup plus de films destinés à la famille, papa, maman, les enfants, que des films destinés à François Béguelot, 50 berges, ayant des goûts un peu comme ça. Donc on pourrait très très bien parier au contraire que le capitalisme adore l'ordre familial. Ça pourrait très très bien se démontrer, autant que l'inverse. Et de la même façon, insécurité familiale et insécurité de l'emploi, ça va ensemble. Moi, je ne crois pas du tout. Moi, je crois qu'au contraire, à partir du moment où le capitalisme veut des travailleurs performants, il a tout intérêt à ce qu'ils aient une certaine stabilité dans leur vie. Ça les rend beaucoup plus performants. Non, mais je veux dire, comment dire, je pourrais tout à fait démontrer l'une chose et l'autre. Sauf que je constate que ce qui va être le trait qui va caractériser un penseur autoritaire, c'est que lui, il décidera toujours que finalement, la libération des mœurs et la multiplicité des partenaires, etc., est du côté du capitalisme. Toujours, sans examen, parce qu'il veut condamner la libération elle-même. Et moi, c'est ça que j'entends chez elle. Donc, encore une fois, pour revenir sur cette histoire d'engagement, moi, tout m'intéresse dans le vivant. Des gens qui s'engagent durablement ensemble, je peux en faire un livre. Mais ça m'intéresse aussi que des gens ne veuillent jamais s'engager. C'est intéressant, c'est leur liberté, ils ont le droit. Et c'est super, en fait. Il y a tellement de gens, encore une fois, à qui on soumet des engagements impérieux, à qui on soumet absolument des sillons amoureux, conjugaux. Il faut toujours se réjouir du fait qu'au moins les gens puissent échapper à ce modèle. C'est pas si j'étais un peu virulent, ne le prenez pas pour vous, hein, j'espère que je me suis fait comprendre. Pour le coup, c'est vraiment raccourci, je pense que vous dites là. Sans doute. Il y a d'autres choses plus intéressantes que ça dans le bouquin. Ouais. J'ai commencé par là et je finirai par là. Vous avez raison, il faudra que je la lise une bonne fois pour toutes. Cela dit, en général, dans ce genre de truc, je fais confiance à mon pif. On l'invitera, on fera un débat. Je veux bien. Écoutez, merci à vous pour votre attention. Merci François en tout cas. Merci Ali. Merci Souchiab surtout. En l'occurrence, cet après-midi qui nous a fait un peu de bien. Le livre est en vente. On doit quitter la maison des associations à 18h. Pour votre information, si vous voulez avoir les news, vous pouvez venir laisser votre mail. On va enregistrer une émission radio là en embraille sur Boniment. Donc si vous voulez l'écouter, laissez vos coordonnées. Sera rediffusé sur les ondes de Pastel FM 99.4. Merci à vous et à bientôt.